Bonjour, c'est Benoît, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on voit ensemble donc la suite de ma série de vidéos sur comment réussir son premier investissement immobilier. Donc c'est la troisième vidéo. Ah, vous voyez à l'envers. Ah, attendez, euh, comme ça, comme ça. Ah non, comme ça ressemble à autre chose. Ah mince, on oublie. Vidéo. Je ne vais pas refaire le résumé de différentes vidéos, parce qu'en plus il y en a une qui est assez longue, donc qui précède celle-ci. Je vous invite à aller en description pour aller voir les deux autres liens des deux précédentes vidéos, ou en cliquant sur le petit i de YouTube ici. Alors, après avoir vu la situation minimale qu'il fallait donc, pour pouvoir se lancer dans l'investissement immobilier et la façon dont les banques fonctionnent pour déterminer notre capacité d'endettement et l'argent qu'elle est prête à nous prêter donc, dans le cadre de nos différents investissements, ici je vais parler de plusieurs erreurs, ou en tout cas plusieurs choses auxquelles il faut vraiment faire attention lorsque l'on désire donc, se lancer dans son premier investissement, au risque vraiment de se bloquer ou d'être vraiment fort ralenti dans nos futurs investissements. Quelle est la première chose? La première chose, c'est d'avoir un cash flow négatif. Alors le cash flow, petit rappel, c'est de l'argent complémentaire que l'on a en plus d'avoir remboursé l'emprunt hypothécaire. Donc on a un emprunt, par exemple, imaginons on rembourse 500 € par mois et on a un locataire qui paye, imaginons 550 € ou 600 € par mois. Donc du coup on a entre 50 et 100 € de cash flow sur la maison. Alors attention que ça c'est vraiment un cash flow brut ce que je viens d'expliquer. Donc la première chose évidemment qu'on pense c'est déduire l'emprunt hypothécaire, mais on a toute une série d'autres frais qu'il faut également déduire pour savoir si notre cash flow est réellement positif. Parce que avec 50 € de cash flow sur un loyer, donc on rembourse 500 à la banque et on a 500 € de loyer, on a presque 100% de chance d'être en négatif fin d'année. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a aussi un précompte immobilier à devoir payer, on a peut-être une assurance incendie, une assurance vie, enfin on a différents frais qui viennent se rajouter dans le package global de gestion de notre bien immobilier, de notre investissement, qui fait qu'évidemment on doit les compter en tant que charge et les déduire de ce que le locataire rembourse. Et c'est extrêmement important de vraiment faire le listing complet de ce que notre investissement nous coûte en mettant également une quote-part pour des travaux qu'on pourrait faire dans le bien chaque année. Donc par exemple en mettant un budget de 500 € chaque année ou 3 ou 500 € chaque année pour dire que voilà, si on a quelque chose à devoir réparer dans l'appartement ou quelque chose qui est imprévu à devoir faire, qu'on a ce budget-là qui est prévu à la base dans notre cash flow qui a été généré par le locataire. Sinon, on arrive avec un cash flow négatif. Et le cash flow négatif, alors qu'au départ, vous voulez essayer de faire une affaire, un investissement immobilier où justement ça nous permet ou tout du moins de pouvoir garder la même situation financière que l'on a pour pouvoir donc réinvestir grâce à de l'épargne, ou de pouvoir donc améliorer notre situation financière, on se retrouve, si on a un cash flow négatif sur notre bien, avec un bien qui en fait handicape notre situation financière actuelle. Car à la place de gagner, je ne sais pas, 1500 € par mois, si au final de l'année on a 1000 € de perte au niveau de notre cash flow avec notre locataire et avec notre investissement immobilier, on se retrouve à avoir 1000 €, disons 1200 € en moins, ça veut dire qu'on touche plus 1500 € mais qu'on en touche plus que 1400 de disponibles pour faire d'autres investissements ou en tout cas tout simplement pour pouvoir vivre le temps que l'investissement se paye. Donc du coup on a vraiment diminué notre situation financière. Donc c'était extrêmement important de surveiller cette notion de cash flow et que ce cash flow soit réellement positif. Donc ça c'est dans le cas où on fait des investissements avec une situation financière un petit peu limite, un petit peu fragile, et donc il faut vraiment faire attention à réussir à atteindre cet objectif-là. Alors évidemment, si vous gagnez énormément d'argent et que vous pouvez épargner 1500 € par mois avec votre investissement, vous voulez qu'il soit rentable sur 10-15 ans, etc. Il existe toute une panoplie de différentes stratégies qui peuvent être intéressantes à faire et dans lesquelles on n'aura peut-être pas de cash flow positif. Néanmoins, je conseille très fortement, si c'est votre premier investissement immobilier, de faire un investissement en cash flow réellement positif. La deuxième chose, et qui peut
donc très fort handicapé la possibilité de faire un deuxième investissement immobilier, c'est le fait de mettre trop de fonds propres dans son premier investissement immobilier. Alors, on est un petit peu tiraillé entre ce que la banque nous demande, puisque la banque, comme on n'a encore jamais fait d'investissement immobilier, nous demande beaucoup de cash pour pouvoir faire l'investissement, pour qu'elle ne prenne pas trop de risques. Mais le problème, c'est que si on met beaucoup de cash dans cet investissement-là et que on arrive à avoir du cash flow positif, comme je viens d'expliquer la fiche avant, mais qu'on a un cash flow, je ne sais pas, de 1000 € par an, par exemple, positif, une fois qu'on a tout payé, donc on est content, on a un investissement qui tourne, on gagne 1000 € par an, c'est génial. Oui, mais le problème, c'est que si on a dû investir 30 000 € pour pouvoir faire cet investissement-là, comme j'ai mis à côté, donc j'image donc ce que je suis en train de raconter. Si on gagne 1000 € par an et qu'on arrive à économiser 250 € tous les mois, si on veut refaire une seconde, donc on veut refaire un second investissement identique, donc pour pouvoir regagner 1000 € par an, on va devoir réinvestir donc 30 000 €. Et pour récupérer les 30 000 €, si on arrive avec une musique 250 € et les 1000 €, il nous faut 7 ans et demi pour pouvoir réussir à le faire. Autant dire que en fait, on ne saura plus en refaire avant d'avoir pris quelques années et quelques cheveux blancs. Donc, il faut vraiment faire très attention aux fonds propres que l'on place dans le bien et quel est notre objectif. Si on désire pouvoir réinvestir rapidement, il faut vraiment essayer de trouver des solutions pour pouvoir investir le moins possible dans le moins possible de fonds propres, ou alors placer des fonds propres qui pour nous ne sont pas qu'on peut réussir à récupérer relativement rapidement parce que par exemple on refait de l'achat-revente, ou parce qu'on arrive à économiser beaucoup plus que 250 €, mais on arrive à économiser par exemple 1000 € par mois, donc du coup à ce moment-là, oui, pour refaire 30 000 € en 2 ans, un peu plus de 2 ans, avec en plus que le premier investissement nous rapporte, on peut réinvestir. Donc il faut vraiment regarder un petit peu quels sont nos objectifs et nos capacités financières. En tant que premier investissement, essayez de placer le moins de fonds propres possible. Une troisième chose qu'il faut essayer d'éviter, même si ça peut ne pas être catastrophique, c'est de vendre avant 5 ans. Alors pourquoi est-ce que je déconseille très fortement de vendre donc avant les 5 ans? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que on risque de payer beaucoup plus d'impôts sur le bénéfice, surtout si on vend la première année. Et en plus de ça, on va déjà devoir faire un bénéfice au moins équivalent aux frais d'acte que l'on a dû dépenser pour pouvoir acheter la maison. Donc si on l'a acheté, le prix d'achat était de 100 000, on a peut-être dû payer 18 000 € pour pouvoir donc l'acquérir, évidemment pour pouvoir au moins être bouffe plus ou moins. Donc ne pas perdre trop d'argent, on doit au moins réussir à la vendre 118 000 €. Alors par chance, on a quand même un forfait de 25 % en plus que le prix d'achat qui n'est pas imposé, donc on peut la vendre jusqu'à 125 000 sans devoir payer d'impôts. Mais si la première année on la vend à plus de 125 000, le reste sera donc imposé. Alors si vous avez de la chance et s'il y a une raison valable, on peut être imposé à 16,5 %. Alors évidemment les pourcentages que je dis peuvent changer, je ne sais pas quand vous regardez la vidéo, mais si ils peuvent prouver que c'est parce que vous désirez faire justement un achat-revente, donc c'est de la spéculation financière dans le domaine immobilier, là vous serez imposé à 33 %. Donc vous risquez d'être quand même relativement fort imposé. Ce qui n'est peut-être pas une bonne idée de devoir déjà se lancer dans des investissements sur lesquels on va payer beaucoup d'impôts, dans lesquels on doit connaître déjà beaucoup de règlements en tant que premier investissement. Vous allez me dire, ouais, super Benoît, donc tu nous donnes différentes choses à essayer d'éviter, etc. Mais bon, réussir à trouver ces critères-là, c'est difficile. Alors effectivement, trouver des biens où on aura du cash flow positif, où on peut faire l'investissement avec très peu de cash, etc., ça va être très difficile. Mais bon, c'est pas pour ça que les affaires sont spécialement mauvaise, vous devez réussir à vous lancer en faisant des concessions, en donnant des efforts, en montrant à la banque que vous êtes sérieux, et vous trouverez des solutions pour pouvoir investir. Lorsqu'on investit la première fois, ça peut être pour différentes raisons. On peut être par exemple quelqu'un qui gagne pas mal d'argent, qui est directeur de PME, qui veut investir donc pour placer son argent, pour avoir une bonne rentabilité. Et là, ça peut être plus intéressant, par exemple, même si on a un cash flow peut-être un peu négatif ou juste dans lequel on ne gagne pas d'argent, de placer pas mal d'argent et de acheter la maison par exemple sur 15 ans pour avoir un bon rendement et pour pouvoir après 15 ans avoir directement l'entièreté de l'investissement qui est payé.
On peut également être du type profil père de famille ou mère de famille et vouloir placer une petite poire qu'on avait, donc placer un peu d'argent que l'on avait pour pouvoir améliorer légèrement les conditions de vie familiale. Tout simplement, et ne pas spécialement vouloir devenir un multi-investisseur et devoir prendre beaucoup de risques. Donc là, le mieux c'est quoi? C'est voilà, même si on va peut-être devoir placer beaucoup de cash pour faire l'investissement, c'est pas grave, si ce cash-là on n'en avait pas besoin, on peut placer donc une partie de nos économies dans un achat immobilier. Par contre, si on veut que cet investissement immobilier améliore directement la situation financière du ménage, il faut absolument optimiser le cash flow. Ça veut dire acheter sur des peut-être plus longues périodes, peut-être sur 25 ans, peut-être sur 30 ans, même si sur 30 ans, il faut quand même regarder parce que les taux d'intérêt peuvent augmenter. À ce moment-là, il n'y a plus des masses de différence entre 25 et 30 ans. Et pour réussir à avoir une belle marge de manœuvre entre ce que on rembourse à la banque et ce que le locataire nous donne, qui va permettre de pouvoir améliorer de plusieurs centaines d'euros la façon de vivre de la famille. En sachant que de toute façon, une fois que les 25 ans sont payés, en plus, on a la valeur de l'immeuble en plus au niveau du patrimoine et on peut continuer à louer, mais à ce moment-là, sans devoir rembourser la banque. Donc à long terme, ça reste un très bon investissement et en plus de ça, ça nous aide de manière actuelle à pouvoir évoluer. Si par contre on veut devenir multipropriétaire et un investisseur rentable dans le temps et pouvoir investir plusieurs fois, là, il faut vraiment qu'on optimise très fortement les fonds propres à placer dans chacun des investissements que l'on fait et optimiser très fort le cash flow. Alors avoir ces deux critères là sont très difficiles, donc il faut vraiment investir beaucoup de temps à la recherche des biens, à l'analyse, savoir exactement ce qu'on fait pour pouvoir donc ne pas faire d'erreurs, en tout cas ne pas faire de trop grosses erreurs pour pouvoir donc réinvestir de plus en plus rapidement. Voilà pour ma troisième vidéo de ma série Comment réussir son premier investissement immobilier. Si vous avez apprécié la série et que vous désirez avoir des outils pour pouvoir donc mieux calculer le cash flow d'un bien immobilier, je vous invite à aller en description ou sur le petit i ici qui apparaît sur YouTube. Vous pourrez donc avoir accès à un outil, en fait un fichier Excel qui vous donnera la possibilité de pouvoir calculer tout ça de manière très simple. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo de la série. Soyez forts, à très bientôt, ciao!